Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Fanny. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Alors, au menu aujourd'hui, qu'est-ce qui est obligatoire, que dit la loi? Ensuite, on passera aux notions clés à connaître. Il y en a deux, il me semble, deux grandes notions. Et puis, ensuite, on passera au sujet plutôt d'actualité, les nouveautés qu'il y a pour 2026. Et à la fin, on pourra prendre vos questions et essayer d'y répondre au maximum. Voilà. Aussi, pour éviter les déceptions, je peux vous annoncer tout de suite ce qu'il y aura dans ce webinaire et ce qu'il n'y aura pas. Ce dont on va traiter, c'est les différents types de comptabilité. On va parler du plan comptable des associations, du concept d'écriture et de la clôture, des à nouveau, des principaux documents comptables et la partie nouveauté 2026, on va parler de la facturation électronique, qui est une grosse nouveauté qui va arriver en septembre, si je ne dis pas de bêtises. Ce dont on ne va pas parler, c'est des concepts un peu plus avancés, la saisie avancée, la gestion de paye, c'est pas vraiment notre sujet. Les factures non parvenues, etc. Tous les trucs un petit peu plus poussés. Néanmoins, je rappelle quand même qu'il y a pas mal d'infos sur le blog AssoConnect, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, on a des articles à peu près sur tous ces sujets-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Maintenant, on va se présenter rapidement. Fanny, je te laisse commencer. Alors Fanny, vous m'avez peut-être vu dans d'autres webinaires AssoConnect parce que j'adore animer avec Antoine sur différents sujets de comptabilité associative. Du coup, je suis expert comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet Fideliance et je m'occupe plus largement de la partie associative au sein du cabinet. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard dans la présentation de Fideliance. Et donc moi, je m'appelle Antoine, je suis responsable du contenu chez AssoConnect. Je viens de fêter aujourd'hui même, je vois la date, mes 6 ans chez AssoConnect. Donc voilà, bon anniversaire moi. Et voilà, assez, assez engagé dans le secteur personnellement aussi, bénévole dans plusieurs associations, ancien éducateur de futsal, etc. Bref, j'ai un peu connu vos problématiques et voilà, ça me passionne. Donc je suis ravi de pouvoir organiser des événements comme ce soir. Merci, je vois des bons anniversaires et des félicitations. Joyeux Annie Connect. Merci beaucoup. C'est parti. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, AssoConnect, c'est une solution en ligne qui a plus de 11 ans maintenant. On est une équipe de passionnés du secteur qui se plie en 4 pour vous offrir un outil qui vous fasse gagner un maximum de temps. Et donc, ça va du paiement en ligne à la comptabilité, en passant par la communication via l'envoi notamment d'emails, la gestion d'un site internet, une base de membres aussi, donc c'est un CRM pour les personnes qui connaissent le terme, etc. Et en fait, tout ça, ça travaille ensemble, ce qui vous permet d'éviter d'utiliser plusieurs outils, de faire des imports, des exports avec toutes les erreurs qui vont avec et la perte de temps, évidemment. Si je vous donne un cas concret, avec AssoConnect, vous pouvez créer votre campagne d'adhésion, proposer du paiement en ligne directement via AssoConnect. Si une personne vient, elle paye en ligne. C'est l'écriture comptable, elle va passer toute seule et la personne, elle va rentrer dans le bon groupe, dans votre groupe, dans votre base de membres. Donc voilà un petit peu un exemple rapide de choses que vous pouvez faire avec AssoConnect et pour vous, c'est surtout beaucoup de temps gagné. Et ça marche pas trop mal parce qu'on accompagne aujourd'hui plus de 40 000 associations. On vous a mis quelques logos ici avec des grands noms, évidemment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on n'accompagne pas du tout que des grandes assos comme ça. On a aussi des toutes petites associations avec très peu de membres. Et on n'est pas non plus spécialisé dans un secteur ou dans un autre. On accompagne vraiment tout type d'asso. Voilà. Et voilà, je laisse la parole à Fanny pour présenter le cabinet Crofideliance. Alors, le cabinet Crofideliance, du coup, c'est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, mais pas que, puisqu'on a aussi choisi de diversifier nos activités sur des métiers plus de conseils, notamment sur la RSE, sur le digital, bien sûr sur tout ce qui est gestion sociale, RH. Donc, c'est un cabinet, les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, mais d'environ 500 collaborateurs répartis en plusieurs sites en Île-de-France, mais pas que, puisque maintenant on est aussi présent à Lyon et dans le nord de la France, à Lille et à Valenciennes. Et donc, on a une fibre particulière pour les associations et l'ESS
au sens large et c'est pour ça qu'on a décidé, de se spécialiser un peu plus sur le sujet avec, le lancement de Fidasso, qui du coup est la page, le service dédié, aux associations avec un ensemble de supports et d'expertise, dédiés aux problématiques associatives, aussi bien en RH, paye avec les conventions, particulières qu'on peut avoir, sur les secteurs, associatifs type, médico-social, convention éclat ou autres. Le droit des associations avec toutes les opérations particulières, qui peuvent arriver, notamment dans le cadre, d'une fiscalité et d'un apport partiel d'actifs, d'une filialisation, d'activités lucratives. Tout ça, on peut vous aider et bien sûr le reste des métiers, donc toutes les thématiques, RSO, donc responsabilité sociétale des organismes, qui du coup sont un peu plus, problématiques RSE adaptées aux associations. Voilà, donc si, vous avez des besoins d'accompagnement, sur le sujet et puis bien sûr, Fanny, votre expert comptable qui pourra vous accompagner sur des problématiques un peu plus terre à terre, d'établissement des comptes annuels ou de données, heu, financières au sens large. Voilà. Ouais, je rappelle que à la fin de l'événement, quand même, des gens qui se sont connectés entre-temps et qui posent la question, il y aura bien le replay et vous aurez aussi le site Fidasso et la possibilité de contacter le cabinet si vous avez des questions ou des besoins. Il ne faudra pas hésiter à le faire. Fanny et son équipe pourront vous répondre. Avec On va grand commencer plaisir. avec. On commence comme quelqu'un s'impatientait dans le chat. C'est bon, on parle de comptabilité. Donc, les obligations et les types de comptables pour une asso, je te laisse la parole, Fanny. Alors, donc les obligations et les types de comptabilité, c'est un sujet, important parce qu'on va voir, qu'il faut se questionner sur 3 axes. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la comptabilité? Puisqu'on va voir qu'il y a tout un tas d'obligations légales, qui nous obligent, à mettre, plusieurs niveaux, de comptabilité en place. Qu'est-ce qu'on peut faire, avec la comptabilité? Surtout, quelle est la capacité de l'association à pouvoir l'assumer en interne, en externe? Quelle est la compétence? Et donc jusqu'où je peux aller, dans le détail, de cette comptabilité et qu'est-ce que je veux faire? C'est-à-dire qu'est-ce que je veux lui faire dire? Quelles informations, je veux permettre à cette comptabilité de remonter. Donc si on rentre sur le volet obligations comptables, pour reprendre la citation, d'association.gouv, qui est un très bon site, sur le sujet, les associations doivent impérativement tenir une comptabilité dont le degré et la nature dépendent de plusieurs facteurs, notamment la taille, ses sources de financement, son activité et l'exercice ou non d'une activité lucrative. Donc il y a effectivement plusieurs éléments, de l'identité, de l'association qui vont faire que je vais devoir, avoir des niveaux plus ou moins, élevés, dans cette comptabilité. Donc, effectivement, ça peut être une obligation qui découle d'un texte légal, typiquement, les associations qui reçoivent, plus de 153 000 € de subventions, elles sont, obligées de tenir légalement une comptabilité. Ça peut être une obligation statutaire aussi, il ne faut pas hésiter à rouvrir vos statuts, pour voir, ce qu'ils prévoient parce qu'on peut, dans la rédaction, imposer un certain niveau, de comptabilité à mettre en place. Ça peut être, des contraintes qui découlent, d'un agrément, d'une subvention. Il y a pas mal de financeurs qui demandent, à avoir, une traçabilité des opérations, notamment, au financement, qui sont obtenus et ceux qu'elles doivent financer, de pouvoir suivre tout ça en comptabilité. Ça peut naître aussi d'une obligation fiscale, donc on en reparlera avec la facturation électronique, mais si j'exerce une activité, dite lucrative, donc concurrente, à une activité commerciale, je vais devoir avoir un niveau de comptabilité, plus élevé, notamment en cas de contrôle, de l'administration fiscale ou si j'émets des reçus fiscaux, donc si je suis d'intérêt général, pareil, l'administration fiscale a un droit de regard, sur mes reçus fiscaux et donc je devrais avoir une comptabilité qui permet, de suivre,
l'ensemble des flux qui peuvent faire l'objet d'un contrôle. Dernier point, effectivement, la mise en œuvre d'une activité économique, il y a aussi des conditions de seuil, qui font que, je peux passer d'une comptabilité de trésorerie à une comptabilité d'engagement. Donc vraiment, avant de partir sur, le paramétrage d'une comptabilité, il faut se questionner sur, quels sont les différents éléments qui me feraient rentrer dans des obligations, plus ou moins étendues et qu'on vient de mentionner, dans cette introduction. Ouais, je partage une petite ressource pour info en chat d'association.gouv.fr justement qui récapitule un petit peu tous les seuils parce que ça peut être compliqué. On va pas les répéter, puis parce que personne ne les retiendra par cœur de toute façon. Mais vous Voilà, pouvez retrouver tout ça là-dedans, je vous la renverrai au fil du webinaire. tout à fait. Sachant qu'il y a aussi d'autres obligations. Si par exemple vous êtes une association employeuse, le fait que, vous pouvez avoir un contrôle URSSAF, ils peuvent vous demander une comptabilité derrière pour justifier. Donc vraiment, il faut se poser tout un tas de questions. Je pense que la ressource d'Antoine permet de répondre à pas mal de sujets. Moi, j'ai des fiches aussi un peu synthétiques sur le sujet que je pourrais vous partager, à la fin. Et puis pour répondre à la question de Louis, les différents niveaux de comptabilité, on va revenir, après dessus. C'est la suite du webinaire. Donc le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on veut, faire avec cette comptabilité? Parce qu'effectivement, c'est une obligation, mais c'est aussi un super outil, qui permet de piloter, de suivre, de rendre compte, d'assurer une transparence, une gestion démocratique. Donc finalement, c'est aussi un allié, plus qu'une obligation. Donc il faut aussi se questionner sur, qu'est-ce que je veux faire dire à ma comptabilité et donc en déduire le niveau aussi, d'approfondissement qu'on va mettre en place. Donc sur la gestion démocratique, effectivement, il faut rendre compte, en fin d'année à l'assemblée générale, à ses adhérents, à ses membres. Donc c'est un outil qui va vous permettre de rendre compte, de la gestion de l'exercice écoulé. C'est aussi un outil qui va vous permettre de rendre compte à votre donateur, à vos mécènes, qui vont vous donner des fonds qui seront fléchés sur des causes. Donc ça va vous permettre de rendre compte et de l'utilisation de ces fonds. Et puis bien sûr, sur les financements publics, la plupart du temps, on nous demande des comptes rendus financiers. Donc cette comptabilité va vous aider à rendre compte auprès de ces financeurs publics. Le deuxième point, le pilotage et l'assurance économique, la comptabilité, ça permet aussi d'être un outil de décision, un outil de pilotage. Quel est mon niveau de dépense? Où j'en suis de ma trésorerie? Est-ce que mon niveau de dépense est adapté à mon niveau de ressources? Est-ce que je dois trouver des financements complémentaires? Où j'en suis de mon budget? Est-ce qu'il est respecté? Est-ce qu'il y a un dérapage au niveau de certains postes de charge? La comptabilité va vous permettre de suivre ça et d'ailleurs le degré du dessus, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est la comptabilité analytique qui vous permettra aussi de piloter économiquement par projet, pour encore plus de détails. Et le dernier point, c'est la réponse aussi aux besoins de suivi, juridique, puisque vous allez devoir, dans certains cas, publier vos comptes. Si vous dépassez aussi certains seuils, on pourra vous les rappeler, mais vous allez devoir du coup déposer vos comptes, au journal officiel des associations et donc pour pouvoir les déposer, il faut pouvoir les avoir, réalisés et donc la comptabilité vous permettra de répondre à vos obligations de transparence financière. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on veut, lui faire dire? Pardon, je me suis emballé. Hop. Non, non, c'est bon, tu peux changer et le dernier point, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je laisserai la parole, à Antoine pour qu'il nous décrive les différents niveaux. Mais il faut bien sûr adapter sa comptabilité à ses moyens. Est-ce que vous avez un salarié en interne formé aux obligations comptables? Est-ce que vous le faites bénévolement? Est-ce que vous avez un expert comptable? Voilà, tout ça, ça va vous aider aussi à calibrer puisque bien sûr, il ne faut pas se lancer, dans des choses, hyper complexes si, vous êtes par exemple trésorier bénévole. Il faut savoir adapter, aux moyens humains et aux moyens logistiques aussi, mais c'est là qu'Asso Connect, entre en scène.
de pouvoir diamétrer sa comptabilité en fonction de ce qu'on peut faire. Et là, je rends la Ouais, parole à exactement. Antoine. Ouais. Non, mais c'est important. Il faut que ce soit faisable de maintenir en fait dans le temps. En cas de passation, il faut aussi y penser. Enfin bon, il y a plein de choses à prendre en compte. De manière générale, il faut retenir qu'il y a deux grandes manières de tenir une comptabilité, deux grands systèmes. Je parle sous le contrôle de Fanny à tout moment. N'hésite pas à intervenir, Fanny. La première manière, on dit que c'est une comptabilité de trésorerie. Là, le principe, il est super simple en fait. C'est que vous enregistrez uniquement les flux réels d'argent au moment où ils ont lieu. Donc, si vous avez payé une facture aujourd'hui, vous la notez aujourd'hui. Si vous avez reçu un virement, vous l'enregistrez dans votre comptabilité au moment où il arrive sur votre compte. Donc, en fait, c'est l'image calquée de ce qui se passe sur votre compte bancaire jour après jour. Et la deuxième manière de faire, qui est plutôt recommandée quand même, mais encore une fois, il faut être un minimum structuré et formé pour ça, c'est la comptabilité d'engagement. Et là, ça va beaucoup plus loin parce que vous attendez plus que l'argent bouge effectivement. En fait, dès que vous engagez une opération, vous l'enregistrez dès maintenant. Donc concrètement, si vous recevez une facture de votre prestataire datée du 15 décembre, mais que vous la payez qu'en janvier, eh ben, en comptabilité d'engagement, elle apparaît dès décembre dans vos comptes. On a créé une dette ou une créance. Si vous facturez une prestation en novembre et que vous êtes payé qu'en février, enfin, je dis des mots au hasard en vrai, c'est le même principe. En fait, la recette, elle est comptabilisée au moment où l'engagement est créé. Donc en fait, ça permet d'avoir un suivi beaucoup plus fin de vos opérations. Maintenant, il faut savoir que la comptabilité d'engagement peut être obligatoire pour certaines associations, mais pas pour toutes. Ça va dépendre. Il y a des critères de chiffre d'affaires, de bilan, de nombre de salariés. Je vais pas vous détailler tout ça, mais c'est encore. Je peux vous renvoyer la source que je vous ai envoyée tout à l'heure parce que les seuils et les critères sont précisés dedans. Donc comme ça, vous pourrez aller voir si vous êtes concerné. Mais quoi qu'il en soit, même si vous n'êtes pas obligé, on recommande vraiment d'adopter la comptabilité d'engagement dès que vous le pouvez, quelle que soit votre taille, parce qu'en fait, c'est une vraie manière de professionnaliser vos pratiques. Ça donne une vision beaucoup plus fidèle de la situation financière. Ça renforce aussi pas mal la confiance des partenaires et surtout des financeurs. Je sais que c'est très apprécié dans le cadre des demandes de subventions. Donc déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mettez toutes les chances de votre côté en ayant une vraie rigueur côté comptabilité. Et voilà. Si vous êtes une toute petite asso et que vous avez des opérations très simples et peu d'opérations, etc., bah bien sûr, rester en comptabilité de trésorerie, ce sera plus simple pour vous. Ça ne sert à rien de vous lancer dans autre chose. Mais dès que vous le pouvez, dès que vous voulez structurer un petit peu votre démarche, bah là, on recommande de passer en comptabilité d'engagement. Donc voilà. Et aussi, un petit point, rassurez-vous, vous pouvez commencer avec une comptabilité de trésorerie et évoluer vers une comptabilité d'engagement par la suite, au fur et à mesure que votre asso se développe. Et pour répondre à la question de Laurence, on peut tout à fait aussi suivre une compta de trésor en cours d'année et rajouter nos engagements en fin d'année au moment où on fait le bilan. C'est-à-dire que vous prenez votre date de facture qui n'a pas été payée et vous le saisissez à la date de facture. Comme ça vous permet de rattacher les engagements de l'exercice en cours, même si vous avez suivi tout au long de l'année par rapport à vos relevés bancaires. Et si je peux compléter, Antoine, la comptabilité d'engagement, ça a aussi un avantage, c'est que ça permet de suivre les retards de paiement. Comme vous aurez les factures comptabilisées aussi bien des fonds à recevoir que des fonds à verser, ça vous permet tout de suite d'identifier si quelqu'un ne vous a pas payé, notamment pour le suivi des cotisations. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Ouais, carrément. Merci beaucoup. En plus des différents types de comptabilité, il y a quelques notions à connaître. La première, c'est un concept qui est vraiment super important en comptabilité, c'est l'indépendance des exercices. Donc, un exercice comptable, en gros, ça se déroule sur une période de 12 mois. C'est pas forcément calqué sur l'année civile, ça peut suivre vos activités. Donc, si vous êtes un club de sport, par exemple, ça peut suivre votre saison, ça peut aller du 1er septembre au 31 août. Mais un exercice, ça se compose comme ça. On a une situation initiale en début de l'exercice et ça se termine avec une clôture, la clôture comptable, la fameuse, j'imagine que vous êtes en plein dedans, qui marque la fin de l'exercice et le début du suivant. Et c'est cette période-là, la clôture, qui va vous permettre de générer vos états financiers, donc le bilan, le compte de résultat, etc., etc. Si jamais vous avez des écritures ou des paiements qui débordent d'un exercice à l'autre, ça arrive souvent en fait, le cas où vous avez rien, ça va être très rare, à moins que vous veniez de lancer votre activité. Et ben là, on va générer ce qui s'appelle des à nouveaux.
Et en fait, ça vous permet de démarrer le nouvel exercice avec une vision sur ce qui s'est passé sur la fin de l'exercice. Qu'est-ce que c'est exactement un exercice comptable? J'en ai déjà parlé. Un petit point là-dessus, vous pouvez changer aussi la période de votre exercice comptable si jamais vous avez hérité un petit peu d'un exercice, par exemple, sur l'année civile, mais qu'en fait, ce serait plus pertinent pour vous de le faire par saison sportive, par exemple, ou autre. C'est possible de le changer. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour le faire proprement à ce moment-là, donc par des experts comptables, par exemple. Mais voilà. J'ai parlé un petit peu de tout ça. Je vais passer directement à la suite. Et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser et on reviendra dessus. Mais comme on a beaucoup de choses à voir et que le temps passe, je vais avancer. On va passer au plan comptable des associations. Je vois la question passer, du coup je réponds, mais après je le ferai plus. Est-ce que la date des exercices doit être la même d'année en année? Pour l'exercice en cours, oui, mais encore une fois, vous pouvez changer. Et en fait, quand vous allez changer, ce qui va se passer souvent, c'est que vous allez avoir un exercice plus court, donc par exemple de 6 mois, pour créer votre décalage à ce moment-là. Donc vous aurez une petite clôture comptable, et vous passerez un exercice ensuite sur une autre période. Plus court ou plus long, d'ailleurs, puisque vous Ouais, ça se fait pouvez aussi. le faire dans l'autre sens. Et puis surtout, pour changer, décaler la date de clôture, il faudra prévoir une assemblée générale extraordinaire pour prévoir ce changement qui, en général, est statutaire. Ouais, comme ça apparaît dans vos statuts, vous le savez sûrement, mais toute modification de vos statuts, ça passe par une assemblée générale. À moins que ça tombe pile au moment de votre assemblée générale ordinaire annuelle, ça va passer par une AG extraordinaire, en effet. On va parler maintenant rapidement du plan comptable des associations. Donc, quand on tient la compta d'une association, il ne suffit pas de noter dans un coin 10 € de fourniture, 50 € de subvention, etc. C'est pas comme ça qu'on tient les comptes. En fait, on enregistre chaque opération de manière à s'y retrouver facilement avec un système qui puisse être compris par le plus grand nombre. Et le plan comptable, c'est justement cet ensemble de règles et de codes qui va vous permettre de bien organiser votre comptabilité. En fait, c'est un référentiel commun pour toutes les associations. Et donc, concrètement, c'est une liste de comptes, une liste de classes numérotées dans laquelle on va venir classer chaque mouvement d'argent en fonction de sa nature. Avant de vous les détailler rapidement tous, une précision importante, il n'est pas obligatoire pour toutes les assos d'utiliser le plan comptable des associations. En fait, ça dépend de la taille de votre asso, de son activité et de ses sources de financement. Pareil, sur le même lien que tout à l'heure, si vous l'avez encore sous le coude, il y a aussi les critères et les seuils dedans. Mais comme avec la comptabilité d'engagement, en fait, même si votre asso elle n'atteint pas ces seuils, on vous recommande quand même de l'utiliser parce que ça facilite beaucoup la lecture de vos comptes. Encore une fois, ça rassure les financeurs et ça permet de piloter votre asso beaucoup plus sereinement. Donc voilà. Je vais vous détailler les classes, mais juste pas besoin de les connaître par cœur. C'est bien d'avoir une idée de ce dont on parle, mais voilà. Le plan comptable, il est accessible gratuitement en ligne. Et si vous utilisez un outil comptable comme AssoConnect, il est déjà intégré dans l'outil. Donc en fait, tout est automatisé. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Mais sinon, je vous recommande d'avoir un exemplaire quand même avec vous si vous le gérez sur Excel, comme j'ai vu des personnes pour qui c'était le cas. Donc le plan comptable, il se divise en classes numérotées de 1 à 8. Les 5 premières, elles correspondent à l'état des comptes à un instant T. Les classes 6 et 7, elles vont vous servir à retracer les mouvements et résultats d'un exercice entier. Et le petit dernier, il est un peu spécial, le 8, et je vais vous expliquer pourquoi. La classe 1, c'est les comptes de capitaux. Donc on y retrouve toutes les ressources stables de l'asso, en fait, comme vos réserves, vos bénéfices accumulés au fil des années ou vos emprunts. La classe 2, il y aura toutes les immobilisations. Ça, les immobilisations, c'est les biens durables d'une asso. Il y a les biens qui sont d'une certaine valeur et qui vont vous servir sur plusieurs années. On dit que vous allez les amortir et ça va être enregistré dans les immobilisations. Donc ça peut être par exemple du matériel informatique, du mobilier, vos locaux si vous êtes propriétaire, un véhicule, etc. Dans la classe 3, vous avez les stocks et les encours. Donc ça, c'est il n'y a pas énormément d'assos qui sont concernés, mais si jamais votre asso vend des produits, des livres, des vêtements, du matériel, je ne sais pas, vous allez devoir suivre vos stocks. C'est tout ce qui attend d'être vendu ou utilisé. Et ça se comptabilise aussi. La classe 4, c'est les comptes de tiers. Celle-là, vous allez beaucoup l'utiliser par contre, parce qu'elle regroupe toutes vos relations avec l'extérieur, en fait. Vos fournisseurs à qui vous devez de l'argent, vos adhérents qui ont payé leurs cotisations, les donateurs, l'administration fiscale, etc. En gros, tous ceux avec qui vous avez des créances ou des dettes à court terme. Le compte 5, c'est les comptes financiers. Ça, c'est vos moyens de paiement, en fait, tout simplement. Les comptes bancaires, la caisse en espèces, parce que oui, même le contenu d'une caisse en espèces, il faut le comptabiliser.
éventuellement les livrets d'épargne si vous en avez, etc. Ça, c'est l'argent qui est immédiatement disponible dans vos comptes financiers. La classe 6, c'est les charges. En fait, ça, c'est toutes les dépenses courantes de votre asso, les loyers, les frais bancaires, les salaires, les fournitures. En fait, à chaque fois que vous dépensez de l'argent et que vous appauvrissez quelque part l'association, ça crée une charge. Et à l'inverse, en réponse, on a les produits. C'est tout ce que votre asso perçoit, comme les subventions, les dons, les cotisations, les recettes si vous organisez des événements, les ventes, etc. Vous avez compris l'idée. Les comptes 6 et 7 se répondent. Et le 8, je vous ai dit que c'était un peu spécial parce qu'en fait, c'est vraiment la spécificité du secteur associatif. C'est que vous allez aussi valoriser des choses qui ne vous ont pas vraiment coûté d'argent ou qui ne vous en ont pas non plus rapporté. Donc, en fait, c'est le temps de bénévolat, par exemple, qui a été fourni à votre asso. Si vous recevez des dons en nature, ils vont aussi apparaître là-dedans. Donc, voilà. Donc, comme c'est des ressources que vous n'avez pas payées, ça ne va pas avoir d'impact sur le résultat de votre exercice, mais ça se comptabilise quand même parce que tout ça, ça se valorise. Notamment par exemple dans les dossiers de subvention, et valoriser que vous avez beaucoup de bénévoles qui donnent beaucoup de temps, que vous avez des dons, etc., ça montre un soutien. Ça compte quand même pour des financeurs, ça aussi. Voilà. Je vous rassure tout de suite, là on est passé hyper vite sur tout ça, c'est pas du tout la peine de le retenir par cœur. Et waouh, comment valoriser le bénévolat. On va pas se lancer là-dedans maintenant, mais on a un article sur ça, Françoise, n'hésitez pas à aller voir le blog d'Asso Connect. Mais voilà, l'essentiel c'est juste de comprendre la grande logique des classes. Je vais pas vous faire ça. Ok. Donc, pas besoin de tout connaître par cœur. Si vous voulez, il y a des exemplaires qui sont accessibles en ligne. Sur Asso Connect, notamment, il y en a. Et ce qui est encore mieux, en réalité, c'est d'utiliser un outil qui va un peu vous simplifier la tâche là-dessus. Comme Asso Connect, évidemment, je vous ai vu en citer beaucoup d'autres. Hein. Nous, aujourd'hui, on va parler d'Asso Connect parce que c'est celui qu'on connaît et des règles générales. Mais voilà. On va passer à un exemple d'écriture comptable, comme il y a des personnes qui étaient un petit peu perdues. On va essayer de voir un truc un peu plus concret. Fanny, je te rends la parole. Alors, on va comptabiliser maintenant l'adhésion d'une association. Donc, l'adhésion, normalement, c'est un flux entrant puisque ça va vous générer de l'argent. Donc, c'est ce qu'on appelle un produit. Donc, aujourd'hui, on va regarder l'adhésion de Monsieur Jean Dupont. Donc, Monsieur Jean Dupont, il veut adhérer à un club sportif. Donc, il va payer 100 € pour pouvoir y adhérer. Donc, si on passe à la slide suivante. Pardon. La slide suivante, donc Jean Dupont, au moment où il s'inscrit, vous allez lui délivrer un document qui peut être un appel à cotisation, qui peut être un reçu pour dire qu'il s'est inscrit. Mais Jean Dupont, il ne va pas vous donner les 100 € tout de suite en billets. En fait, on va juste matérialiser le fait qu'il est venu s'inscrire et que maintenant il a le droit d'utiliser tous les services du club sportif, même s'il n'a pas encore donné le cash. Donc là, on va passer notre compte de produit. Contrepartie, notre compte de tiers, donc le compte 467. En général, Asso Connect passe les écritures en automatique, mais si vous le faites manuellement, ce sera cette écriture-là. Et donc, Monsieur Jean Dupont, il repart avec son formulaire d'inscription signé des deux parties le 5 janvier 2026. Jean Dupont, il n'avait pas ses 100 € sur lui, donc il a dit qu'il repasserait plus tard pour vous donner l'argent. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer la suite de l'écriture. Donc, le 10 janvier, il revient. Il revient vous voir. Là, cette fois-ci, il est passé au distributeur. Il a trouvé 100 €, donc il vient vous les ramener. Donc là, vous allez passer la deuxième écriture qui est le paiement de Jean Dupont. Donc en fait, ça va être un flux bancaire. Alors là, c'est un 512, donc c'est un flux en banque, mais ça peut être dans notre cas un flux en caisse. Donc là, vous allez le passer par un compte 53, bon, pour pas rentrer dans le détail. Et donc, les 100 € versés, ça va venir solder ma dette que j'avais en compte tiers, donc mon 467. Donc les 100 €, ils seront au débit et au crédit de ce compte 4. Donc on va les lettrer et donc Jean Dupont, il n'a plus de créance envers nous, il a soldé ce qu'il nous devait.
Et donc, il est toujours maintenant adhérent qui a payé son adhésion. Et donc, au compte des résultats, puisque le seul flux qui passe par le compte de résultats, tout le reste, c'est des flux de bilan, c'est le flux en classe 7, qui sera donc un produit. Donc, dans votre résultat comptable, vous aurez 100 € de produit en plus. Et puis en face, vous aurez les charges de vos formateurs en classe 6. Et alors, c'est un peu traître quand même, Antoine, comme exemple, parce que une cotisation, c'est déjà un cas particulier de la comptabilité associative, puisqu'en théorie, il y a la possibilité d'avoir deux faits générateurs différents sur une cotisation. Le fait générateur, c'est le fait qu'on ait créé l'engagement juridique. Donc, c'est la première écriture qu'on a passée le 5 janvier. En fait, si votre cotisation, elle donne lieu à une contrepartie, à un service, il y aura un fait générateur au moment de l'inscription. Alors que si l'adhésion ne donne pas lieu à une contrepartie, par exemple, si c'est une adhésion pour être membre et participer à l'assemblée générale, là, on pourra sauter cette étape du compte 46 et passer directement à l'encaissement. Mais ça, c'est vraiment une particularité qui est prévue par le plan comptable associatif sur les cotisations. Mais on pourra en faire tout un webinaire sur le sujet. Ouais, il y a des personnes qui demandaient le compte à quoi ça correspondait. Du coup, j'ai répondu. Le premier chiffre, en fait, c'est la classe. C'est les 8 classes dont on a parlé tout à l'heure. Et les 2 chiffres d'après, c'est la sous-classe, c'est ça? Mmh. Ouais, tout à fait. En fait, le plan comptable, il prévoit 3 chiffres pour permettre de décliner tout un tas d'opérations économiques, dont on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Après, c'est à vous aussi de paramétrer. Vous pouvez rajouter, par exemple, le 467.1 pour monsieur Dupont, le 467.2 pour monsieur Durand, le 467.3 pour monsieur Dupont avec un D. Et décliner toute l'arborescence comme ça pour avoir un suivi plus précis. Vous êtes assez libre de faire la nomenclature que vous souhaitez. Et Assoconet, d'ailleurs, permet de créer des comptes qui seraient adaptés aux besoins de détail que vous avez. Ouais, en fait, il y a le plan comptable de base qui va vous donner des indications assez claires. En réalité, là, ça a l'air compliqué parce qu'en plus, ça sort de nulle part. Mais quand vous voyez le plan comptable, si vous cherchez adhésion dedans, vous allez voir exactement. Et ensuite, à la suite, selon vos besoins, effectivement, vous pouvez créer des comptes personnalisés. Et ouais, AssoConnect, en fait, c'est une partie de ce qu'on vous permet d'automatiser. Mais il y a une personne aussi qui demandait pourquoi il y a 100 € de débit crédit. Le principe, Fanny, c'est l'équilibre, en fait. C'est ça, c'est que s'il y a quelqu'un qui s'est appauvri, entre guillemets, avec une opération, il y a quelqu'un qui s'est enrichi et on arrive, en fait, via la comptabilité, à identifier les deux. C'est ça l'intérêt. Bah, le principe, effectivement, c'est le principe de la partie double et pas de la partie trouble. C'est qu'il faut effectivement un débit et un crédit. Tout doit être équilibré à la fin. Si vous avez un écart entre le débit et le crédit, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous avez oublié une contrepartie quelque part. Et donc, effectivement, le principe de contrepartie, c'est bien souvent ma charge, mon produit. Alors, en comptabilité de trésorerie, ce sera charge produit contrepartie classe 5, donc banque. Et en compta d'engagement, ce sera charge produit contrepartie, bien souvent classe 4. Hein, donc avec cette opération intermédiaire qui formalise l'engagement puis le paiement. Tout à fait. On va passer aux principaux documents comptables parce que je suis venu là-dessus parce qu'il y avait des questions. Là. Je vois des gens qui sont pas contents parce que ça va pas assez vite ou machin. Il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui ont posé des questions pour qui c'est utile. Donc, on prend 2 minutes pour passer dessus. Et maintenant, on peut avancer. Mais vous inquiétez pas. On sait que ça peut pas correspondre à tout le monde. Hein. Vous êtes plus de 900 en ligne là. Donc, désolé, on fait au mieux pour que ça corresponde au plus grand nombre. Mm. On va parler maintenant des principaux documents comptables et de leur intérêt. Oui, tout à fait. Je m'étais perdue dans le chat.
Alors, donc les principaux documents comptables que vous allez normalement pouvoir extraire avec n'importe quel logiciel comptable. Le premier, c'est les journaux. Donc, ce qu'on appelle des journaux, en fait, c'est la nature de l'opération. Donc, vous allez avoir des journaux de banque dont le justificatif sera votre relevé bancaire. Vous allez avoir des journaux d'achat. Donc là, votre justificatif, ce sera la facture fournisseur. Vous allez avoir, si vous êtes employeur, des journaux de paye. Donc là, la justificatif, ce sera l'écriture qui sort de votre outil de paye. Et vous allez avoir tout un tas de journaux comme ça que vous allez pouvoir décliner, sachant qu'il y a aussi le fameux journal d'OD qui est un journal d'opérations diverses sur lesquels là on peut passer un peu tous les traitements autres. Donc là, c'est souvent les écritures de bilan que votre trésorier, votre DAF ou votre expert comptable passera. Le deuxième document, c'est le grand livre. Donc, c'est la même chose, c'est les journaux, mais qui sont compilés sous une autre forme et qui, du coup, récapitulent l'ensemble des flux de l'exercice, donc du 1er janvier au 31/12, si notre exercice clôture au 31/12. Et donc, vous allez avoir l'ensemble des écritures comme un journal en lecture directe, débit, crédit, débit, crédit pour toutes les opérations. Le troisième document, c'est la balance. Donc ça va être la synthèse du grand livre, puisque là, vous allez avoir tous les numéros de compte avec les soldes au 31/12, donc à votre date de clôture. Oui, effectivement, DAF, c'est directeur administratif et financier. Les deux derniers, c'est les deux éléments les plus importants puisque c'est le bilan et le compte de résultat. On parlait tout à l'heure du besoin de rendre compte, de déposer vos comptes, de publier vos comptes. Ce que vous allez émettre à la fin, ce sera ce fameux bilan et ce fameux compte de résultat. Donc le bilan, ça va récapituler toujours à la date de clôture, hein, donc toujours dans notre exemple 31/12, ça va récapituler les soldes des 5 premières classes que nous a énoncées Antoine, donc les soldes de bilan, c'est-à-dire mes créances et mes dettes à plus ou moins long terme. Mes investissements, mes stocks, tout ça, c'est des soldes sur lesquels on prend la photographie au 31/12. Le compte de résultat, par contre, ça va résumer l'ensemble des opérations de charges et de produits et donc ça va donner votre activité de l'exercice. Donc à la fin du compte de résultat, vous aurez votre résultat qui sera soit un excédent, soit une perte si vous avez plus de charges que de produits. Et donc ce résultat sera le fameux résultat qu'après vous allez affecter en théorie en assemblée générale quand on affecte le résultat. Il y a un point qui n'est pas mentionné ici, c'est l'annexe. L'annexe aux comptes annuels, donc les comptes annuels, bilan, compte de résultat et au-delà d'un certain seuil qui se retrouve probablement dans le lien d'Antoine, il y a une annexe en plus à fournir qui en fait va être le descriptif des règles et méthodes comptables de l'exercice. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir avoir un narratif en disant mes immobilisations, je les ai valorisées de telle manière, mon stock a été calculé de telle manière et en fait, ça va être une note explicative de vos comptes annuels. Et donc, cette obligation, cette annexe devient obligatoire au-delà d'un certain seuil. Et là, peut-être Antoine, tu veux nous dire un mot sur le sujet? Ouais, simplement que les annexes, c'était quelque chose qu'on ne gérait pas sur AssoConnect et qui était très demandé, qui est maintenant possible ou qui va être possible, je sais plus. On a Françoise dans le chat qui pourra vous dire. Mais voilà, pardon, j'étais en train de répondre à une question. Je vois beaucoup de questions dans le chat, juste pour un Oui. petit rappel. Si jamais vous voulez des réponses, envoyez vraiment dans les questions. Voilà, merci Delphine qui envoie le même message à l'écrit. Parce que moi, je veux bien répondre à 2-3 petits trucs au passage, mais en fait, on va se perdre aussi. Donc pour les personnes, il y a des personnes qui disaient qu'en gros ça allait vite et tout, qui voulaient plus de choses. Je vous mets 2 liens vers des ressources. Pour le reste, nous, on n'est pas habilité à faire du conseil en comptabilité, on n'a pas le droit de le faire. Par contre, c'est exactement le rôle des experts comptables.
n'hésitez pas à vous tourner vers un cabinet d'expertise comptable. Ils vous diront s'ils peuvent vous aider ou pas et vous voyez ensuite. Nous, en tout cas, toutes les bases. Merci beaucoup, Françoise, qui a répondu dans le chat que l'annexe sera disponible d'ici 1 à 2 mois sur AssoConnect. Donc ouais, je vous ai mis le blog d'AssoConnect et la chaîne YouTube où il y a beaucoup de ressources sur la comptabilité, sur les règles en général pour vous former. Mais voilà. Pour le reste, les questions sur des cas précis, malheureusement, on peut ni les traiter là ce soir, ni nous chez AssoConnect, mais vous pouvez complètement contacter Fanny. Et donc, en conclusion, ouais. En conclusion de cette partie-là, puisqu'à la fin, on fera un petit focus facturation électronique, mais finalement, la comptabilité, il ne faut pas le voir que comme une contrainte, c'est vraiment un outil au service du pilotage de votre association. La deuxième remarque, c'est que pour que la comptabilité soit bonne, il ne faut pas hésiter à s'y consacrer régulièrement dans le temps, parce que si vous vous retrouvez le 31/12 à faire votre clôture et que vous êtes en train de chercher les tickets et les factures de janvier de l'année d'avant, parfois c'est compliqué, parfois on ne retrouve pas. Et donc, il y a des opérations qui ne seront pas valorisées correctement ou pas justifiées dans votre bilan. Et ça peut être un problème, notamment sur les aspects fiscaux. Si jamais vous avez des contrôles de la DGFiP, il faut être en mesure de pouvoir justifier l'ensemble de ces flux passés en comptabilité. Et puis surtout, se lancer dans une comptabilité, c'est indispensable de se former sur le sujet, de s'outiller correctement. Il y a effectivement un tas d'outils simples qui permettent déjà de faciliter, d'avoir des écritures automatiques, d'avoir des schémas préparamétrés qui peuvent vous faciliter la tâche. Et puis, quand vous avez des cas un peu plus spécifiques, un peu plus de complexité, un peu plus de demandes aussi de vos financeurs, de vos membres, c'est indispensable, bien sûr, de se faire accompagner d'un expert comptable qui pourra vous aider à faire vos comptes. Et au-delà de certains seuils, vous aurez aussi l'obligation de nommer un commissaire aux comptes qui, lui, devra revoir les comptes. Donc les seuils, en fait, on parle de seuils depuis tout à l'heure, mais globalement, c'est tous les mêmes. Donc, il y a toujours nos 153 000 € de subvention, nos 153 000 € de dons. Tout ça, c'est les seuils, en fait, qui enclenchent le commissaire aux comptes, l'obligation de tenir une comptabilité d'engagement, l'obligation de présenter une annexe. Donc, voilà, il faut surtout retenir ce seuil de 153 000. Ouais. Je vous remets le lien dans le chat parce que tout à l'heure, ça avait été assez apprécié. Dedans, il y a tous les seuils particuliers. Donc, ça pourra être pratique. Et je vois Patricia qui demande où peut-on se former et c'est une transition parfaite. On a écrit l'été dernier un guide, le guide des trésorières et des trésoriers de demain, qui vous fait un petit peu le travail de bilan sur la fonction, de tout ce qu'il faut pour se former, de petits conseils d'organisation aussi. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger. Il est là, c'est gratuit. D'ailleurs, Delphine, je crois que je l'ai dans les liens si tu veux le pousser pour que les gens y accèdent plus facilement. On peut complètement faire ça. Et voilà. Il y a quelqu'un aussi qui demandait les nouveautés. Les nouveautés, on y arrive tout de suite. Pardon, Delphine, c'était juste pour le lien du guide. Attends, Hop, le lien du guide du trésorier. Merci beaucoup. Parfait. Et donc oui, les nouveautés, il y a quelqu'un qui demandait des nouveautés sur le plan comptable. Non, pas cette année, pas tous les ans, heureusement. Par contre, il y a une grosse nouveauté qui arrive là quand même. Hop. Alors, il y a juste, Fanny, je fais un truc qu'il ne faut pas du tout faire. Mais j'ai vu une question et la question est intéressante. Sophie demandait, vous parlez d'expert comptable, est-ce qu'un Oui. comptable ne suffit pas? Est-ce que tu peux rappeler juste la différence entre les deux? Je l'avais vu aussi. Alors un comptable, en fait, l'expert comptable, en fait, dispose d'un monopole. C'est une profession réglementée. Le monopole, il est prévu à l'ordonnance de 45. C'est-à-dire que pour passer des écritures comptables pour une structure, soit
vous avez un comptable salarié en interne, soit vous avez un externe et cet externe, c'est l'expert comptable. Mais l'expert comptable, c'est le titre et c'est, l'engagement, qu'on a passé, avec le ministère de l'économie. Donc en fait, on ne peut pas avoir, un simple comptable qui serait par exemple enfin un simple comptable, un comptable qui ne serait pas dans un cabinet d'expertise comptable, hein. Je rappelle, c'est que le titre, derrière, c'est une équipe de comptables, mais vous ne pouvez pas avoir un externe qui ne serait pas en exercice, salarié d'un cabinet d'expertise comptable. Voilà, c'est ça la seule différence et effectivement, si vous êtes outillé en interne, vous pouvez avoir, votre comptable, qui pourra avoir différents titres en fonction de ce que vous aurez prévu, de DAF, de RAF, de comptable. Voilà, donc effectivement, pas besoin, d'avoir une expertise, énorme, sur les petites associations, mais vous aurez, l'obligation de faire appel à un cabinet d'expertise comptable. Oui. Donc, pour résumer, ouais, les petites assos, un comptable peut vous être utile. Par contre, dès que vous avez des démarches particulières à faire, demande d'utilité publique, d'intérêt général, etc., des choses où vous n'êtes pas sûr, ou si vous avez besoin d'aide, de vous restructurer, etc., l'expert comptable peut être super utile. Et en grandissant, l'expert comptable devient encore plus utile. Du coup, les nouveautés 2026, j'avance pour pas vous retenir trop longtemps, on a déjà débordé. La grosse nouveauté 2026, finalement, c'est pas vraiment de la comptabilité à proprement parler, mais c'est la facturation électronique. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est et après, je vais laisser Fanny vous parler des modalités. En fait, la facturation électronique, c'est une facture qui est créée, envoyée et conservée dans un format particulier que les ordinateurs peuvent lire automatiquement. En fait, on ne parle pas d'une facture simplement numérique, donc d'un simple PDF ou de quelque chose envoyé par mail, mais c'est vraiment un tout nouveau système. En fait, ça permet de garantir l'authenticité parce qu'on sait qui envoie, l'intégrité aussi de ce qui est dedans, parce que personne ne peut la modifier en cours de route, et la conservation fiable sur 10 ans. Ça réduit les erreurs, ça accélère les paiements, et ça permet aussi de lutter contre la fraude à la TVA. Donc évidemment, ça intéressait beaucoup l'État de pouvoir lancer cette réforme. Et donc cette réforme fiscale, elle entre en vigueur là en 2026 pour moderniser la gestion des factures. Et bon, pour simplifier la comptabilité des entreprises et des associations, ça va surtout leur permettre d'automatiser la récupération des informations pour limiter les fraudes, en réalité. Donc concrètement, en fait, les assos concernés, elles vont devoir passer par une plateforme agréée par l'État. Donc souvent, vous allez voir ça sous PA. Avant, ça s'appelait PDP pour plateforme de dématérialisation de partenaires, peu importe. En gros, c'est des services qui sont agréés par l'État pour émettre, recevoir et vérifier la conformité de vos factures numériques avec une transmission automatique des données fiscales. Je vais y arriver. Plus concrètement, du coup, de quoi on parle, Fanny? Bah, concrètement et puis Le après cadeau empoisonné. je répondrai aussi à Françoise en dernier ressort, mais concrètement, ça va faire naître 3 obligations. Donc la réforme, elle a un objectif de septembre 2026 et elle va, inclure 3 flux, au sein de cette, PDP ou PA. C'est le flux d'émission d'une facture. Alors c'est pas un fichier PDF, c'est un fichier où il y a toute la traçabilité derrière de ce qu'on appelle un workflow, donc c'est-à-dire un certain nombre d'actions, du bon à payer, de la validation, hem du rapprochement au bon de commande. Voilà, donc il va y avoir tout le cycle de vie, de la facture qui sera rattaché, à cette dernière et donc ce flux, remontera, vers l'administration fiscale et vers vos partenaires. La réception, bah, c'est la même chose mais à l'inverse, c'est-à-dire que vous devrez être en capacité de pouvoir, recevoir les factures de vos fournisseurs qui eux-mêmes seront assujettis à l'obligation via, cette plateforme, PA et le e-reporting, bah, derrière, en fait, c'est le récapitulatif des flux, de l'ensemble des flux économiques, puisqu'on verra que l'émission, la réception, c'est lié à la dimension de activité soumise à TVA, alors que le e-reporting, ça va remonter des flux qui sont
aussi au-delà du champ de la TVA. Et donc toute cette information va remonter en automatique vers l'administration fiscale qui pourra du coup avoir une meilleure vision des flux économiques entre les différents acteurs. Donc pour une association, les associations étant en principe non soumises à TVA, ne sont pas assujetties à cette obligation. La question qui va se poser, c'est que comme tous nos fournisseurs qui, eux, sont assujettis à la TVA, ils seront soumis. Finalement, est-ce qu'on ne va pas se retrouver à devoir avoir notre PA pour pouvoir les recevoir parce que eux nous demanderont de la mettre en place. Si vous êtes une association qui exerce une activité dite lucrative et que vous avez du coup de la TVA, là, vous rentrez dans le champ. Et vous rentrez dans le champ de l'obligation de réception des factures fournisseurs et de e-reporting, donc de remonter de l'information. L'émission, par contre, de ces factures qu'on appelle des factures X, donc auprès de vos clients, c'est uniquement sur des clients B2B, donc c'est-à-dire des clients entreprises. Si vous êtes sur de la clientèle particulier, donc typiquement un café associatif, par exemple, où vous vendez des cafés à un prix concurrentiel, donc vous êtes soumis à TVA, mais par contre, vous ne vendez qu'aux particuliers, là, vous n'aurez pas cette obligation d'émission. Voilà, donc c'est assez complexe. Il y a un petit tableau récapitulatif dans la slide suivante qui récapitule par type d'obligation, donc recevoir, émettre, avoir ce e-reporting et par typologie d'association, donc à but non lucratif, sans opération lucrative, à but non lucratif, mais avec des activités lucratives accessoires. Et puis après, toutes les associations qui rentrent dans des champs un peu plus particuliers d'activités dites exonérées, type la formation professionnelle, par exemple. Mais ça, je pense, Antoine, qu'on en reparlera plus précisément à l'occasion d'un autre webinaire. Ouais, carrément. Et D'ailleurs, ouais. ça me fait penser, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour en savoir plus, AssoConnect vous permettra de gérer au moins une grande partie de ça. Si jamais ça vous intéresse, Delphine, je veux bien que tu publies le sondage pour demander aux personnes si elles veulent recevoir des infos là-dessus. En fait, on pourra vous recontacter sur ce sujet-là, à la fois pour que vous puissiez savoir comment AssoConnect va le prendre en charge et comment on va le gérer, et même recevoir des informations. En fait, on s'en servira aussi pour vous inviter au prochain webinaire avec Fanny, qui sera vraiment 100% dédié au sujet, parce que peut-être qu'il y a des assos là qui n'en ont pas entendu parler, mais c'est quelque chose d'assez important qui va arriver, et ça va arriver très vite. Donc voilà, vous allez voir que dans les prochains mois, ça risque de s'intensifier. Ça va s'intensifier, ça va structurer l'ensemble des flux des acteurs économiques en France. Donc, il faut pouvoir prendre ce virage. Même si on n'y est pas assujetti, derrière, ça va permettre aussi de structurer finalement tout le contrôle interne autour de vos achats, puisque vous aurez la traçabilité de qui a fait quoi, qui a validé quoi, quand, comment, qui a donné le bon à payer, de pouvoir paramétrer des seuils d'engagement, des seuils de paiement. Donc tout ça, ça va permettre aussi de structurer cette procédure achat qui est quand même très importante au sein des associations et sur lesquelles les financeurs peuvent parfois aussi nous poser des questions pour s'assurer que l'engagement de la dépense est sécurisé. Ouais, carrément. Bon, merci beaucoup. On a essayé d'aller vite là-dessus parce que malheureusement, on a été un peu ambitieux sur le programme. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui ont été prises par Françoise et Delphine, et puis on va rester un petit peu pour répondre à l'écrit. Juste un mot du coup, tout ce dont on a parlé ce soir, s'il y a des personnes qui sont intéressées, évidemment, AssoConnect vous permet d'en simplifier toute une partie et de monter un petit peu en compétence là-dessus. Je vois les personnes qui demandent quel PA vous préconisez. C'est ce que je vous disais, AssoConnect va vous permettre de le faire. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à répondre au sondage qui est en bas. Vous dites oui et puis on vous tiendra au courant. Il n'y a pas d'engagement, vous inquiétez pas. Voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées,
voilà, AssoConnect peut vous permettre de gérer votre comptabilité beaucoup plus facilement. Donc, hop, je vous partage un lien. Hop, voilà, une petite notification en bas si vous avez envie de jeter un œil à ce qu'on fait. Est-ce que, alors, j'ai vu qu'il y avait trop de questions en fait. Mmh. Est-ce que, Moi, j'en avais une petite, ouais, vas-y. parce que j'aime quand même beaucoup mon métier. Il y avait une question sur, finalement, un simple réviseur de compte, est-ce que ça suffit, par rapport à un expert comptable qui a un coût? Il faut savoir que l'expert comptable, il va quand même attester vos comptes et il va engager sa responsabilité sur les comptes qu'il aura contribué, à présenter et c'est vrai que, les financeurs publics demandent bien souvent de plus en plus, une attestation de l'expert comptable qui est quand même le garant, que tout soit, dans les bonnes cases. Donc c'est ça quand même le plus, de l'expert comptable. Au-delà effectivement de toutes les missions d'accompagnement qui ne sont pas liées, à l'établissement des comptes annuels, mais on peut vous accompagner sur beaucoup d'autres choses. Voilà, donc c'est ça la valeur ajoutée par rapport à un réviseur de comptes, bénévole par exemple, qui lui n'aura pas le même niveau d'engagement, même s'il aura probablement, peut-être aussi fait le travail aussi bien, mais il n'aura pas ce cachet, d'engagement. Ouais. Alors, je voyais des gens qui disaient qu'ils avaient un petit peu peur, etc. L'idée, c'est vraiment pas de vous faire peur, c'est que plus votre comptabilité va être structurée et carrée. Donc, avec les modèles de ce qu'on donne là, même si vous pouvez faire un petit peu plus simple par d'autres moyens si ça correspond à votre structure. Mais en fait, plus vous allez structurer, plus vos dossiers de subvention ont de chances de se finaliser, etc. et de réussir. Donc, nous, on vous donne tout ça. Derrière, vous adaptez comme vous voulez. Vous êtes assez libre sur votre comptabilité. Si vous êtes à une association qui a une certaine activité, une certaine taille, évidemment, sinon là, vous rentrez dans les obligations. Mais voilà, le message, c'est vraiment formez-vous petit à petit. Vous allez gagner un petit peu en professionnalisation là-dessus. Et en fait, ça va vous paraître beaucoup moins compliqué. Là, on a abordé plein de choses. C'est normal qu'il y ait des personnes un petit peu perdues. On va rester répondre à des questions à l'écrit, mais comme il est déjà 19h05 et qu'on a déjà débordé, je vais libérer Fanny. Merci beaucoup. Fanny, pour ton temps. Merci Antoine, merci à tous pour toutes ces remarques, dynamiques, tout au long du webinaire et puis vraiment, nous, on est là aussi, pour la pédagogie et pour pouvoir, vous accompagner, en cas de difficulté. C'est aussi notre rôle et puis d'ailleurs, on travaille beaucoup avec AssoConnect aussi pour que le module comptable, soit à la fois réglementaire, mais à la fois ludique et qu'on puisse, du coup, rentrer dans le champ de toutes nos obligations, mais de manière simple. Ouais. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Ça va être de plus en plus simple et de plus en plus agréable. Donc voilà. Merci beaucoup pour tous les retours. Je vois beaucoup de merci dans le chat. Donc voilà, on espère que ça aura été utile à un maximum d'entre vous. Et puis bonne soirée et à bientôt.